Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer le lancement du rapport de recherche de Catherine Chenet et Mathilde Chabot-Martin. Je n'interviendrai pas très longtemps. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de leur laisser la parole. On va les laisser présenter le rapport de recherche et ensuite, on va prendre les questions à la fois en ligne et dans la salle. Je tiens à préciser que cet événement est organisé en collaboration avec l'Observatoire des profilages et je vais débuter le tout par une reconnaissance territoriale. Donc, nous voudrions commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, notamment la nation Ghanien-Guéhaga, nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Donc, je tiens à dire, pour ne pas faire une reconnaissance territoriale simplement lue et numérique, je pense que le sujet aujourd'hui est quand même en lien avec la situation de plusieurs personnes autochtones et peut-être que nous pourrons avoir ça à notre esprit dans les prochaines minutes pour que cette reconnaissance territoriale fasse du sens. Donc, je vais céder la parole dès maintenant à Catherine et Mathilde. Catherine, qui est professeure à l'École de travail social de l'UQAM, et Mathilde, qui est étudiante à la maîtrise à l'École de travail social de l'UQAM ici. Je vous laisse la parole et je vous reviens à la fin pour les questions. Merci beaucoup, Dominique. On va peut-être commencer d'abord par les remerciements. On a plusieurs personnes à remercier dans le lancement de ce rapport. Tout d'abord, je pense qu'on aimerait remercier toute l'équipe, donc Guillaume, Mathilde et moi. On aimerait ça remercier en fait toutes les personnes incarcérées avec qui on a travaillé, qu'on a rencontrées dans différents contextes, que ce soit d'une recherche, des contextes plus militants, aussi par des prises de parole publiques. Je pense en particulier à Louise Henry. C'est vraiment ces personnes-là, je pense, qui nous ont mis au fait de l'enjeu des décès en détention, dans les décès dans les prisons. Donc, c'est vraiment tout un travail d'écoute qui ont été faits pour personnes d'avoir pris la parole. On remercie aussi évidemment la Ligue des droits et libertés qui s'intéresse aux questions des droits des personnes incarcérées depuis plusieurs années, qui revient souvent sur la défense des droits collectifs des personnes incarcérées. J'aimerais aussi remercier personnellement plusieurs assistantes de recherche qui ont participé aux multiples demandes d'accès à l'information qu'on a fait pour ce projet de recherche. Donc, en particulier, Laurence Lamarche, qui est étudiante à l'École de travail social, Sophie Poulon, qui est ici avec nous, ainsi que Delphine Gauthier-Boiteau, qui est maintenant en droit à l'Université d'Ottawa. Ça a été une recherche vraiment qui s'est étalée sur plusieurs années. Donc, on a eu besoin d'avoir plusieurs mains à la fin. Puis finalement, aussi, j'aimerais ça évidemment remercier l'Observatoire des profilages pour le financement, le site financier qui a été offert au projet, ainsi pour l'organisation de l'événement aujourd'hui. Donc, peut-être une petite mise en contexte avant de commencer. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas en ligne à nous faire signe sur un enjeu au niveau du son ou l'image. Au mois d'octobre 2022, Mathilde et moi, on a présenté dans le cadre d'un premier webinaire sur décrire la mort en prison, regard institutionnel, où on a croisé en fait différentes sources d'informations autour des décès dans les prisons provinciales et dans les pénitenciers. Donc, c'est les rapports du coroner, puis aussi les données qui étaient produites par le ministère de la Sécurité publique du Québec, aussi des services correctionnels canadiens. Puis, en faisant ce projet-là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un enjeu au niveau de comprendre l'ampleur du phénomène des décès dans les prisons provinciales. Donc, ça a été la première amorce pour ce projet de recherche-ci qui brosse vraiment un état des lieux. Donc, c'est vraiment un certain défrichage de la question. Je pense que toute l'équipe et moi, on veut vraiment souligner que de compter les morts dans les prisons, c'est en soi une opération déshumanisante. C'est très peu, ça donne en fait très peu de prise sur la question de la mort en détention, de qu'est-ce que mourir en prison, qu'est-ce que perdre un proche qui a été incarcéré. Mais pour nous, c'est une première étape pour mieux comprendre ce phénomène-là, puis aussi mieux intervenir en fait sur le phénomène, c'est pour donner des outils pour mieux intervenir. Donc, le plan de présentation, il va être assez simple. On va d'abord faire état, mettre quelques éléments de contexte en place, parler de notre stratégie méthodologique, aborder nos résultats, puis ensuite avoir une discussion qui répond à des questions. Donc, prochaine slide.
Ah, pardon, moi, j'avais pas vu le changement. Je pense. Quand on s'intéresse à la question des décès en prison, ce qui ressort le plus à la recherche, c'est qu'on meurt plus dans les murs des prisons et on meurt plus jeune quand on est incarcéré. Il y a plusieurs études qui ont documenté quantitativement le phénomène des décès en détention, mais je pense qu'une des études les plus intéressantes a été réalisée par l'équipe de Puyi-Madjian il y a de ça quelques années, en 2016. En fait, ce que l'équipe de recherche a réussi à démontrer par une étude en cohorte, c'est qu'un séjour en détention, ça a un effet sur l'espérance de vie des personnes qui sont incarcérées. Donc, pour les hommes, ça va réduire l'espérance de vie de 4 ans. Pour les femmes, ça va réduire l'espérance de vie de 10 ans. Donc, le séjour en détention a un effet, oui, ça augmente le risque de décès, oui, qu'on est dans les murs de la prison, mais une fois qu'on est sorti de prison, en particulier au moment de la sortie, dans les 2 semaines suivantes, c'est là que le risque de décès est le plus élevé. Aussi, ce qui est important de souligner, c'est que dans les recherches sur le décès en prison, on démontre que les deux principales causes de décès sont les suicides et aussi les surdoses. Puis on va aborder cette question-là dans la recherche, mais avec la classification des décès qui est faite et dans les données qu'on a, ça ne nous permet pas d'aborder ou de discuter ou de comprendre la question des surdoses là, dans les prisons provinciales. Je veux aussi souligner, c'est important de dire que le personnel correctionnel peut aussi être impliqué dans le décès d'une personne incarcérée. Il y a des cas actuellement en cours où il y a des liens qui peuvent être faits entre les actions des agents correctionnels ou le manque d'action des agents correctionnels qui peut mener au décès d'une personne incarcérée, mais ce n'est pas des enjeux qu'on pourra aborder dans le cadre de cette présentation-ci parce qu'on n'a pas les données pour le démontrer. C'est quand même en faire état. Un autre élément qu'on veut aborder dans la mise en contexte, en fait, c'est la question des mécanismes de surveillance des décès en prison. Donc, actuellement, il n'y a aucun dispositif de surveillance des décès dans les prisons provinciales. Donc, on sait qu'à chaque fois qu'il y a un décès dans une prison provinciale, le coroner, le bureau du coroner va mener une investigation pour établir l'identité de la personne qui est décédée, les causes et les circonstances. Mais ensuite, il n'y a pas de surveillance phénomène en soi d'année en année. Donc, on a des informations sur la singularité du décès, mais on a très peu de vision globale. Au niveau du ministère de la Sécurité publique, il n'y a pas de compilation formelle du nombre de décès en détention. C'est vraiment une question qui est difficile à investiguer à travers leurs données. Et du côté du protecteur citoyen, le protecteur citoyen a un mandat d'être le bulletin correctionnel. Donc, il va répondre aux plaintes individuelles des personnes qui sont incarcérées pour répondre à leurs besoins, défendre leurs droits, etc. Mais le protecteur s'est jamais saisi de la question des décès en prison. Puis finalement, faire un petit tour de qui sont les personnes incarcérées dans les prisons provinciales. Un petit rappel, dans les prisons provinciales, on trouve des personnes qui sont en attente de leur procès, mais on trouve aussi des personnes qui ont été sentencées à des sentences de 2 ans et moins. La majorité des personnes incarcérées sont incarcérées dans des prisons pour femmes. Ça fait 10 à 14 des personnes qui sont incarcérées dans des prisons pour femmes. Puis aussi, dans les prisons, on a très peu d'informations sur l'âge, mais on sait que c'est une population assez jeune. Là, le groupe d'âge le plus nombreux là, dans les prisons provinciales sont les hommes de 25 à 40 ans. Comme Dominique le disait tantôt, il y a une surreprésentation des personnes autochtones dans les prisons provinciales. C'est quand même quelque chose qui est assez difficile là, à aller investiguer ici. On peut pas, avec les chiffres qu'on a, on ne peut pas comprendre si la surreprésentation des personnes autochtones dans les prisons se traduit aussi par une surreprésentation des personnes autochtones dans les décès, mais c'est sûr que c'est une question là, qui doit absolument être investiguée là, dans les prochaines années. Voilà. Je te parle de la parole. Donc, comme on disait là, au départ, l'objectif de ce rapport-ci, c'est vraiment de brosser un portrait quantitatif des décès dans les prisons provinciales du Québec depuis 2009-2010, qui est aussi l'année où on a commencé au MSP à produire ce qu'on appelle les compilations des événements par établissement de détention, qui sont depuis produits annuellement par le MSP. Donc, dans ces tableaux-là, ce qu'on a, c'est un portrait, on peut même voir un exemple, mais ce qu'on a, c'est un tableau où on détaille tous les incidents qui ont été comptabilisés pendant l'année par le MSP dans tous les établissements de détention. Donc, on voit en haut le code de chaque établissement, puis on a comme une longue liste de codes qui sont attribués à plusieurs catégories d'incidents. Puis on va trouver, par exemple, des événements comme des évasions, tentatives d'évasion, des saisies de substances,
des grèves de la faim, etc., etc. Mais surtout dans le cas qui nous intéresse, tous les décès et toutes les tentatives de suicide des personnes incarcérées. Donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir, pour chaque année financière et pour chaque établissement de détention, accès au nombre de décès classés dans les 5 catégories qui sont prédéterminées par le MSP. Donc, on a des morts dites naturelles, des morts accidentelles, des morts de cause indéterminée, des suicides, des homicides et finalement des tentatives de suicide. Donc, à préciser qu'il existe aussi des catégories là, qui concernent des morts de visiteurs bénévoles ou membres du personnel. C'est peu fréquent dans les données, mais ça arrive. Donc, les données que nous, on mobilise, c'est vraiment exclusivement les personnes incarcérées. Pour chaque année, les statistiques du MSP nous permettent aussi de connaître l'ampleur de la population carcérale en consultant la population moyenne québécoise quotidiennement incarcérée, la PMQI, qui est une des 2 mesures qu'on a là, pour mesurer l'ampleur de la population carcérale, l'autre étant l'admission. Puis la PMQI, en fait, nous renseigne sur le nombre de personnes qui sont en moyenne en prison à chaque jour pour une année donnée. L'accès à ces données-là a comporté et comporte encore plusieurs difficultés, car elles ne sont pas disponibles dans les publications du MSP, ce qui fait en sorte que le processus d'accès aux données est en lui-même un objet de recherche qui illustre toutes les cultures de la transparence et l'opacité des institutions carcérales, ce qui dépasse largement le propos de notre rapport, mais qui est une réalité que le rapport illustre bien. Donc, les données qu'on a sont obtenues par des demandes d'accès à l'information qu'on a envoyées au MSP, ce qui veut donc dire qu'on n'a pas les données en temps réel sur les décès. Donc, par exemple, pour l'année 2022-2023, on a déjà fait 2 demandes pour les avoir, puis on nous a indiqué à chaque fois de refaire cette demande-là au printemps 2024, ce qui représente un délai de 1 an, considérant que l'année financière termine en fin mars. Donc, voilà. Donc, pour nos données, c'est 11 demandes d'accès à l'information qui ont été utilisées par l'équipe de recherche. Certaines ont été faites par l'équipe, la grande équipe, plus 2, mais les gens dont Catherine a parlé au début aussi. Puis d'autres demandes ont été faites par d'autres chercheurs, d'autres partenaires, puis ont été rendues publiques là, si la demande avait déjà été faite sur le même enjeu sur le site du MSP dans le passé. Puis, en plus des compilations de testants et des chiffres sur la PMQI qui ont été utilisés, on a aussi consulté des documents pour contextualiser les décès, donc notamment avoir le nombre, comme je dis, le nombre de personnes incarcérées, PMQI, mais aussi connaître les lignes directrices sur la prévention du suicide et d'autres instructions correctionnelles. Puis finalement, les délais pour recevoir les réponses à nos demandes ont été entre 19 jours et 138 jours ouvrables. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un projet de longue haleine et qui a demandé beaucoup de patience. Voilà. Puis, une fois qu'on a eu en fait en possession toutes les compilations d'événements, on a cité uniquement les éléments qui nous intéressaient. Donc, pour faire 2 documents distincts, donc d'abord on a recensé tous les décès ensemble, puis on s'est ensuite concentré sur le phénomène des suicides et des tentatives de suicide. C'est comme ça qu'on va vous présenter ensuite. Par contre, en utilisant ces données, on est très conscient que les incidents ne sont pas le reflet fidèle de ce qui se passe en prison. En effet, les événements qui s'y retrouvent ne sont là que sous réserve de certaines conditions, c'est-à-dire il faut qu'un membre du personnel des services correctionnels en ait pris connaissance et ait considéré que celui-ci a, et je vais lire l'instruction, donc c'est perturber les activités opérationnelles d'une unité administrative des services correctionnels, qu'il peut susciter l'intérêt des médias ou qu'il pourrait nuire à la crédibilité des services correctionnels. Donc, si l'employé considère ensuite que l'événement répond à un critère, il va le signaler dès que possible et en laisser une trace écrite, puis pour institutionnaliser l'événement, dans le fond, et qui devienne un incident. Et c'est comme ça qu'éventuellement, l'incident va figurer dans les compilations annuelles. Par ailleurs, les événements vont se retrouver dans les compilations selon certaines conditions, dans le sens qu'ils doivent nécessairement s'inscrire dans une typologie qui est prédéterminée et prédéfinie pour être consignée. Autrement dit, la catégorie institutionnelle va précéder la comptabilisation. Donc, par exemple, des événements qui sont d'importance pour les personnes incarcérées, mais qui sont, peuvent ne pas nécessairement être consignés comme un incident parce qu'ils ne sont pas identifiés comme un incident par le membre du personnel ou parce que les événements ne correspondent pas à la typologie institutionnelle. Donc, par exemple, pas avoir accès à des services médicaux ou pas avoir accès à son parloir, ce ne sont pas des événements qui vont se retrouver dans cette compilation-là, même s'ils ont des conséquences importantes pour les personnes incarcérées. De plus,
ça va, nous, on sait que ça va donner comme des erreurs d'interprétation des événements dans la compilation annuelle sur, entre autres, qui peut être considéré non comme une tentative de suicide, mais aussi on doit garder ça en tête dans le processus d'interprétation qui va mener au choix de la catégorie dans laquelle un décès va être classifié. Donc, voilà. Super, merci. Ben, il y a aussi d'autres éléments, d'autres écueils méthodologiques, puis aussi des limites là, dans les données elles-mêmes. Il y a vraiment la question de la fiabilité des données qui s'est imposée d'elle-même. Donc, comme Mathilde le disait, on a fait plusieurs demandes d'accès à l'information, puis dans certains cas, en comparant des documents que nous avons obtenus avec des documents qui étaient disponibles déjà dans les demandes d'accès à l'information, on a pu constater que pour les mêmes années, on n'avait pas le même nombre de décès. Donc, la comptabilité elle-même des décès dans les documents internes du ministère de la Sécurité publique était problématique. Et récemment, en fait, dans les dernières semaines, j'ai parlé aussi à Alex McLaughlin, qui est un chercheur à l'Université de Carleton, qui pilote le projet Tracking Injustice, qui est en fait un projet qui documente les décès aux mains de la police, mais aussi dans les prisons à travers le Canada. Puis lui aussi, son équipe a fait la même demande d'accès à l'information que nous pour la même période. Et les chiffres qu'il a obtenus, lui, il y a 53 décès de plus qui ont été compilés que dans les chiffres que nous, on a obtenus. Donc, c'est sûr que ça pose des questions sur est-ce qu'on peut se fier de ces chiffres-là. Nous, on a décidé de vous laisser peut-être de parler beaucoup plus fort. Mon Dieu, vous parlez de la oui, je vais essayer. Donc, ça pose la question de la fiabilité des chiffres. Est-ce qu'on peut se fier aux chiffres qu'on va vous présenter aujourd'hui? Nous, on a pris le pari que oui, en disant qu'en fait, c'est une première ébauche, c'est vraiment un portrait, même peut-être la pointe de l'iceberg, mais c'est important quand même de rendre compte publiquement qu'il y a un enjeu sur le fait de compter les morts dans les établissements de détention. Donc, ça, c'est une première chose. Le deuxième élément aussi, on veut quand même souligner la limite des données qu'on va présenter aujourd'hui. On a très peu d'informations, enfin, on n'a aucune information sur qui est décédé en prison. Ça veut dire que concrètement qu'on ne peut pas faire d'analyse des taux de décès en fonction de l'âge, en fonction du genre, en fonction de la durée de l'incarcération. Donc, ça limite quand même l'interprétation qu'on peut faire. Il va falloir faire d'autres études en mobilisant probablement les rapports du coroner pour répondre à ces questions-là. Mais quand même, ça permet de tracer les contours du phénomène des décès dans les prisons provinciales. Donc, voici notre gros premier tableau synthèse. Donc, on voit à chaque année le nombre de morts de chacune des catégories. Et puis, donc, donc le nombre de morts pour chaque catégorie, puis donc le nombre de décès totaux pour chaque année. Ce qu'on voit, c'est donc qu'il y a eu 85 morts naturelles, il n'y a pas eu de morts accidentelles, il y a eu 71 morts de cause indéterminée et 98 suicides, qui est encore la catégorie la plus commune, et 2 homicides dans l'ensemble de la période. Ce qui fait en tout 256 décès qui ont été recensés pendant la période. Donc, finalement, pour chaque année, on a calculé le taux de décès par 100 000 qu'on peut voir à la dernière rangée. En effet, les données brutes sur les décès, ce n'est pas suffisant pour analyser l'évolution dans le temps, considérant que la PMQI va varier d'année en année. C'est pourquoi l'analyse qu'on va utiliser pour la suite, c'est plutôt un taux sur 100 000. Puis en ce qui concerne la variation là, de la PMQI, on peut voir dans l'avant-dernière rangée qu'il y a une augmentation progressive entre 2009-2010 et 2014-2015, où elle va passer de 4 589 à 5 181, avant de redescendre jusqu'en 2019-2020. Et puis, entre 2019 et 2020, il y a vraiment une chute très rapide de la PMQI pendant la pandémie de COVID, où la PMQI va tomber à 3 618, donc une baisse de 17 en une seule année. Puis on pourrait penser que cette baisse-là, elle est attribuable en fait aux mesures de réduction de la population carcérale là, qui ont été demandées par plusieurs organismes au début de la pandémie, qui ont éventuellement été mis en place ou du moins demandées par le gouvernement. Dans la pratique, par contre, quand on regarde par après, on voit que selon les données du ministère, ce serait seulement 745 personnes incarcérées qui ont été mises en liberté entre le 27 mai 2020, donc quelques temps après qu'on ait demandé la réduction de la population carcérale, sur un total de 3 603 personnes qui étaient ciblées par les mesures de réduction en 2 ans. Voilà. Donc, pour comprendre la baisse de la PMQI, là, on l'attribue plutôt au ralentissement des tribunaux et au report de plusieurs audiences
Pour donner quelques chiffres, entre le 9 mars et le 9 avril 2020 seulement, la PMQI a baissé de 610 personnes. Voilà. Puis éventuellement, après la stabilisation de l'État, avec la stabilisation de la pandémie, rapidement en 2021-2022, il y a une remontée. Donc, c'était pas une baisse qui était pérenne, c'était très contextuel. Donc, le graphique, on peut passer à l'après. Donc, le graphique suivant, ça illustre les données qui se trouvaient à la dernière colonne du tableau, c'est-à-dire l'évolution du taux de décès par 100 000. Donc, la courbe bleue représente l'évolution des taux, tout simplement. Et puis, la courbe un peu plus fine montre la courbe de tendance linéaire, qui est, on le voit, ascendante. Donc, on voit que pour l'ensemble de la période, il y a une hausse dans les taux de décès. Donc, en observant l'équation, on voit en tout petit, je vais le dire pour vous, on voit que la pente de la courbe linéaire ascendante est de 24,102, ce qui veut dire que pour chaque année, la période, la tendance est d'une hausse de 24,102 par 100 000 chaque année pendant la période de manière tendancielle. Mais si on revient à la courbe d'évolution des taux de décès en comparant l'année 2009 à l'année 2009-2010 à l'année 2021-2022, on a une augmentation de 87 des taux de décès en 13 ans. Voilà. Aussi, on voit quand on regarde aussi, on voit que l'augmentation est encore plus visible à partir de 2015-2016, parce que malgré une baisse de la PMQI au même moment, le nombre de décès continue à augmenter, ce qui provoque une hausse du taux des décès par 100 000 pour atteindre son maximum pendant la pandémie à 802, puis qui redescend légèrement à 611 l'année suivante. Donc, ce qui nous dit déjà que la réduction de la population carcérale, c'est pas une mesure suffisante en elle-même pour provoquer une baisse du nombre de décès en détention. En fait, c'est pas. Donc, pour mieux comprendre à quoi on peut attribuer cette hausse, on va vous montrer l'évolution des taux de décès dans les 3 catégories les plus communes. Voilà. On va passer. Donc, on va présenter en fait les taux de décès là, pour les différentes catégories, les principales catégories. Donc, on va commencer par les taux de mort naturelle. J'ai vraiment pas le voix qui porte, désolée pour ceux qui sont en ligne. Donc, dans la période qu'on a étudiée, il y a 85 décès qui ont été classés comme morts naturelles, ce qui représente 33 du nombre total de décès qui ont été comptabilisés. Quand on parle de mort naturelle, on parle de mort, en fait, c'est pas une mort qui est attendue, c'est plutôt une mort qui découle d'une maladie ou des complications d'une maladie. Donc, ce qui est important de souligner, c'est que dans l'évolution, il n'y a pas nécessairement une évolution, il n'y a pas nécessairement une évolution claire ou marquée qu'on peut tirer de ces courbes-ci. Ce qui est intéressant, par contre, de situer en fait la question des morts naturelles, c'est toute la question de l'accès à des soins de santé de qualité dans les prisons provinciales. C'est un enjeu qui a été souligné à plusieurs reprises dans différents rapports du protecteur du citoyen sur comment c'était problématique, en fait, l'accès à des soins de qualité ou de suivi médicaux, aussi d'accès à la médication adéquate. Donc, la question des morts naturelles, évidemment, pose la question est-ce que les personnes ont reçu des soins adéquats pour prévenir un décès dans la prison de suite d'une maladie. Aussi, contrairement aux services correctionnels canadiens qui offrent un accompagnement en termes de soins palliatifs lorsque des décès en détention, ce n'est pas quelque chose qui est disponible non plus dans les prisons provinciales. Donc, mourir des conséquences d'une maladie, ça soulève la question, mais qu'est-ce que ça veut dire de mourir en prison? Prochaine diapo. La deuxième diapo, en fait, c'est la catégorie pour laquelle on en fait le plus de questions. C'est la catégorie des morts de cause indéterminée. Donc, on a 71 morts de cause indéterminée. La catégorie elle-même, elle est très problématique. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, à chaque fois qu'il y a un décès en détention, il y a un rapport d'investigation qui est fait par le coroner. Et dans ce rapport-là, on va identifier la cause et les circonstances du décès. Dans ce cas-ci, ce qu'on voit, c'est qu'à peu près 28 des décès dans les prisons provinciales, il n'y a pas de suivi qui est fait au niveau de l'institution sur la cause de ce décès-là. Donc,
c'est un point d'interrogation, ce qui se retrouve dans cette catégorie-là. Ça nous en dit en fait beaucoup sur le manque de surveillance, de monitoring, puis d'intérêt politique ou de volonté politique autour de la question des morts dans les prisons. Mais quand on regarde les autres recherches qui ont été faites sur les morts dans les prisons provinciales, entre autres les recherches qui viennent de l'Ontario, on voit qu'avec la crise des opioïdes, il y a de plus en plus de surdoses dans les prisons. Mais dans les catégories qu'on a actuellement, qui sont utilisées par le ministère de la Sécurité publique, ça ne nous permet pas, en fait, de poser ces questions-là. Est-ce que la crise des opioïdes a un effet sur le nombre de décès dans les prisons provinciales? Ça demeure un point d'interrogation. Et puis finalement, pendant l'ensemble de la période, 98 décès ont été classés comme suicides qui ont été comptabilisés, ce qui en fait la classification la plus nombreuse, qui est cohérente aussi avec ce qu'on voit dans la recherche. Chaque année, on représentait entre 21% et 65% des décès comptabilisés annuellement, ce qui fait qu'ils couvrent un peu plus du tiers du nombre total de décès, pour en moyenne 7,5 par an, donc autour de 8 par an. Ici, on traduit encore ces chiffres bruts, le taux de décès par 100 000. En moyenne, celui-ci est de 169,4, puis il va varier à chaque année pour aller jusqu'à 442 par 100 000 pour une seule année en 2020-2021, pardon. Puis déjà, en regardant le graphique, on voit l'évolution dans les taux de suicide. En effet, la courbe ascendante là, elle atteint son plus haut sommet vers la fin de la période. Puis, quand on regarde uniquement les chiffres bruts, qu'on n'a pas ici à l'écran, mais qu'on avait plus tôt, on voit que dans les 6 premières années de la période, on a eu 38 suicides, contrairement à 57 au cours des 6 dernières années. Donc, même, on ne peut pas aller plus loin dans l'analyse de ces chiffres-là, puisque la PMQI va varier. On voit quand même que c'est une hausse de 50% entre les deux périodes. Puis en plus du sommet de 2020-2021 et de la hausse globale des morts par suicide, là, on voit qu'il y a 2 pics dans le nombre de suicides, donc en 2011-2012, où ça passe de 86 à 280 en une seule année, et puis une seconde en 2017-2018, où ça passe de 118 à 248 en une seule année. On va revenir à la diapo suivante là, sur le contexte de ces postes-là. Puis ça a noté que ces mêmes pics reviennent, malgré que les données vont varier dans les documents qu'on a trouvés, c'est très inquiétant, mais quand même, les mêmes pics vont revenir dans un rapport qui a été fait par le MSP là, en 2020 sur les décès par suicide, un rapport qui donnait des résultats très partiels et très individuels des causes des suicides, mais qui, par ailleurs, avait quand même des similitudes dans les résultats qu'il donnait sur le nombre, disons, pour une période plus restreinte. Voilà. Tout comme la hausse des suicides en prison est aussi signalée par la coroner Spénard en 2021 dans une enquête publique qu'elle a rendue sur 5 suicides qui avaient lieu en prison dans les années précédentes. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, c'est qu'on a mis en relation la question des tentatives de suicide et des suicides. Puis pourquoi on le fait? C'est simplement pour illustrer en fait la difficulté d'utiliser les rapports, en fait, la compilation des incidents. Donc, si vous regardez en bleu, vous avez des suicides. En orange, vous avez les tentatives de suicide. Donc, vous voyez au début de la période, en 2010-2011, 2011-2012, il y aurait eu seulement 2 tentatives de suicide. Alors que l'année suivante, il y en aurait 16, après 25, après il y a une augmentation qui va vraiment très haut. Donc, on voulait les présenter quand même parce que ça démontre en fait le caractère interprétatif qui est derrière les incidents. Donc, quand un geste est interprété par les agents correctionnels comme assez dérangeant et comme pouvant être une tentative de suicide, c'est là qu'il va être compilé. Mais ça limite quand même la possibilité des analyses parce qu'on voit que c'est probablement qu'il y a de plus en plus un meilleur dépistage, qu'on peut présumer que les chiffres vont augmenter au début de la période. Puis à la fin de la période, comme on le voit, on a aussi une augmentation du nombre de suicides. Là, donc on peut se dire, ce serait logique qu'il y ait une augmentation des tentatives de suicide, mais ça demeure quand même difficile à opérationnaliser d'un point de vue de l'analyse. Donc, juste peut-être pour contextualiser les 3 pics, je pense que tu fais il va y avoir comme une animation. Si tu fais juste cliquer sur la session, on va aller voir, il va y avoir une autre, encore. Les 3 pics, il y a des petites flèches pour les années. Ce qu'on a fait pour mieux comprendre, en fait, ces hausses-là, c'est qu'on a utilisé les rapports du protocole du citoyen, voir s'il y avait des questions particulières qui étaient soulevées durant ces périodes-là. Donc, pourquoi on s'est intéressé au rapport du protecteur des citoyens, c'est que la recherche, en fait, sur cette question-là, en particulier les recherches de Jean-Claude Bernheim sur cette question-là,
montre que les conditions de détention vont jouer un rôle dans l'augmentation des suicides, en fait, en milieu carcéral. Donc, quand on parle des conditions de détention, on veut dire la longueur de la peine, le régime d'incarcération, la code de sécurité de l'établissement, les transferts d'établissement, l'usage de l'isolement ou du confinement là, sous toutes ses formes, l'absence de maintien avec l'extérieur, les relations avec les gardiens, l'accès aux soins de santé, etc. Ces éléments-là, les conditions de détention, vont jouer un rôle dans l'augmentation des taux de suicide parce qu'ils font partie du contexte social dans lequel les personnes incarcérées là, vivent. Donc, ce qu'on observe en 2011-2012, donc au niveau du premier pic dans les rapports du protecteur des citoyens, qu'est-ce qui est rapporté? C'est qu'il y a une plus grande surpopulation carcérale. On va parler d'un problème de surpopulation où les gens vont être en cellule à 3, donc une cellule qui est pour 2 personnes. Avec un superposé, on va ajouter un lit par terre avec une personne, comme on l'a déjà décrit, la tête, un papier sur le bol de toilette. Donc, ça amène une plus grande promiscuité, l'épuisement du personnel et un report répété des rendez-vous médicaux, ainsi que l'augmentation des transferts entre les établissements de détention. Dans les années suivantes, en 2017-2018, qu'on augmente encore une hausse des taux de décès, le taux de suicide, le protecteur citoyen va revenir sur l'enjeu du triplement cellulaire parce qu'il y a toujours des enjeux de surpopulation. Le protecteur du citoyen va aussi faire état de l'usage de l'isolement cellulaire et le manque de balises, en fait, qui accompagne l'isolement cellulaire. Donc, c'est d'autres éléments de contexte qui nous permettent de capter, en fait, qu'il y a une détérioration des conditions de détention à cette époque-là. Et ensuite, en 2020-2021, durant la pandémie, comment le système correctionnel a fait face en fait à la pandémie, à l'intérieur des murs comme à l'extérieur des murs, ça a été la mise en quarantaine et l'isolement. En prison, comment ça a été décrit par les personnes incarcérées, c'était être en prison dans une prison. Donc, c'était vraiment un confinement cellulaire dès l'entrée en prison pour une quarantaine. L'impossibilité d'être en relation avec d'autres personnes incarcérées, d'être en relation avec ses proches, la suspension des visites, des conditions d'hygiène très difficiles où les personnes avaient accès aux douches maximum 2 fois par semaine, étaient dans leur cellule avec les mêmes vêtements pendant plusieurs jours, etc. Donc, c'est sûr que la quarantaine, le confinement cellulaire, aussi le manque de services, donc tous les services communautaires qui étaient offerts dans les prisons ont été suspendus, les visites des proches, les parloirs, les avocates aussi, leurs visites ont été suspendues. Donc, ça a été vraiment un isolement multiple et assez long qui a été vécu par les personnes incarcérées. Donc, on peut comprendre la hausse des taux de suicide à cette époque-là. Et puis, c'est aussi quelque chose qui est observé dans les prisons provinciales à travers le Canada, là, qu'il y a vraiment une augmentation des taux de suicide, en particulier en Ontario, durant la pandémie. Donc, voilà. Peut-être avant de commencer la discussion, j'ai oublié de vous dire dès le début, je viens de voir l'image. L'image que vous voyez à gauche, qui est la page de couverture du rapport, en fait, ça représente le chiffre 256, qui est le nombre de personnes qui sont décédées durant la période qu'on a étudiée. Donc, vous avez ici un visuel de combien de personnes ça représente. Donc, je pense qu'il y a plusieurs éléments de discussion qu'on va aborder, puis j'ai hâte d'entendre vos questions suite à la sortie de ce rapport et de notre présentation aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a 3 éléments sur lesquels on peut revenir. La première, c'est la question d'accepter, en fait, qu'il y a une catégorie qui s'intitule décès de cause indéterminée. Comme je le disais, c'est un point d'interrogation, cette catégorie-là. Il y a plusieurs types de décès qui s'y cachent. Donc, comment accepter qu'en milieu surveillé comme une prison, on ne puisse pas savoir la cause et les circonstances du décès d'une personne, puis qu'on ne les comprenne pas et surtout qu'on n'agisse pas pour prévenir nos décès. La deuxième catégorie, c'est le décès de cause naturelle. Ça souligne évidemment la question de l'accès à des soins de santé appropriés en prison. On n'a pas actuellement des soins de santé qui sont équivalents dans les prisons provinciales à ceux qui sont offerts à l'extérieur de la communauté. Donc, l'accès aux soins est un enjeu. J'aimerais ça aussi ajouter que ça soulève la question des décès. C'est qu'est-ce que ça veut dire de mourir en prison? Qu'est-ce que ça veut dire de mourir en cellule? D'être pas soutenu, de ne pas avoir accès à ses proches, de ne pas être soutenu par des proches, mais par d'autres personnes incarcérées. Quelle mort ça offre en fait aux personnes qui la subissent? Puis finalement aussi, la question de la catégorie des décès classés comme suicide. Il y a une hausse importante, puis il n'y a pas vraiment de pistes de prévention qui sont offertes. Donc, comment se saisir, puis comment penser, comment faire autrement pour prévenir les suicides en détention.
Puis plus globalement, je pense que ça pose aussi la question du manque de transparence des services correctionnels et du ministère de la Sécurité publique par rapport au phénomène même des décès en détention. Comment est-ce qu'on peut prévenir et intervenir dans une perspective de santé publique, en fait, pour minimiser le nombre de décès en détention pour qu'il n'y en ait plus, si on ne sait même pas combien de personnes meurent par année dans les prisons provinciales. Je pense que j'ai fait le tour rapidement. Je vais faire attention au temps pour qu'on ait le temps quand même d'en parler. Alors voilà, est-ce quelque chose à ajouter? Non, je pense que On va arriver à la conclusion. Alors, merci Mathilde et Catherine pour cette présentation.